Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Cachisking. Aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir, on est très heureux d'accueillir les commerçants. On espère vous donner des clés pour vous lancer en ligne, pour vendre en ligne. On va attendre quelques minutes que tout le monde ait le temps de se connecter et d'arriver. Est-ce que vous m'entendez? Je vais regarder le chat pour voir si tout le monde peut m'entendre. Parfait. Vous entendez également nos intervenants du jour, donc Marie-Claude, Aurélie, Vincent. Hello, hello. Ça a l'air de fonctionner, très bien. Vous nous voyez également. Super. Très bien. Ah, pas de son pour Xavier. C'est peut-être un problème local parce que j'ai l'impression que le son fonctionne Ouais. chez les autres participants. Donc on attend encore quelques minutes, le temps que tout le monde puisse arriver, que tous les participants puissent arriver. Et le temps que Xavier puisse régler son problème de son. Alors, Vincent vient de nous rejoindre à l'image. Donc, on va y aller. Donc, bienvenue à tous. Je suis Thomas d'Agicap. J'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, un webinaire consacré au commerce en ligne et aux actions à mettre en place pour diversifier ses canaux de distribution. Quelques infos pratiques avant de démarrer. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Nous vous enverrons le replay par mail. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Et on vous enverra également une synthèse des principaux points de ce webinaire. Vous pouvez utiliser le chat pour réagir aux discussions. C'est la fenêtre sur la droite de votre écran. Vous pouvez également privilégier, s'il vous plaît, l'onglet questions pour les questions de fond que vous souhaitez nous poser. On ne répondra pas forcément aux questions qui sont sur le chat parce qu'on ne les verra pas forcément. Donc, n'hésitez pas à plutôt aller sur l'onglet questions si vous avez des questions. Et vous pouvez les poser dès maintenant. On les prendra en compte plus tard dans le webinaire. N'hésitez pas également à voter pour les questions que vous souhaitez faire remonter, celles qui vous intéressent le plus. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions en live, mais si elles sont trop nombreuses, on y répondra via le support qu'on vous enverra dans un second temps après le webinaire. Voilà, alors ce webinaire est organisé par Agicap. Un petit mot sur nous pour ceux qui ne nous connaissent pas. Agicap, c'est un outil d'aide à la décision pour les dirigeants et les DAF de TPE et de PME. C'est un outil qui vous fait gagner du temps et qui vous fait gagner en efficacité en permettant de suivre votre trésorerie en temps réel, de réaliser vos prévisionnels et qui vous facilite le reporting et la collaboration avec vos équipes. Il s'intègre nativement à vos outils de facturation, vos CRM. Il permet de personnaliser des scénarios. Nous avons aujourd'hui plus de 3000 clients en France et désormais en Allemagne. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site agicap.com. Alors, un petit mot également sur la communauté Cachisking, pour ceux qui ne la connaissent pas. Cachisking, c'est quoi? C'est une communauté d'entraide d'entrepreneurs, de dirigeants et d'experts qui s'entraident et qui apportent des solutions pratiques et spécifiques que l'on ne trouve pas dans les médias classiques. Donc, c'est une communauté qui réunit aujourd'hui presque 1300 dirigeants de TPE et de PME. Vous pouvez nous rejoindre sur le lien qui est ci-dessous. Vous avez à votre disposition un espace Slack sur lequel vous pouvez échanger avec l'ensemble des membres de la communauté.
Et vous avez également un accès à des ressources qui comprennent nos livres blancs et les précédents webinaires que nous avons organisés. Voilà. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir trois intervenants sur un sujet, sur le sujet du commerce en ligne. Deux experts qui travaillent chez Digital Native Group et Merci Andy, et Shopify, donc Vincent et Marie-Claude, et une RAF, Aurélie, qui travaille chez Merci Andy, donc un commerçant qui est aujourd'hui une success story française et qui est nativement omnicanal. Voilà, je vous laisse vous présenter peut-être en quelques mots et présenter vos boîtes également. Je peux commencer. Moi, c'est Marie-Claude. Je travaille chez Shopify sur l'équipe France en tant que gérante des partenariats techniques. Ça fait à peu près 7 ans que je suis avec Shopify. Donc, j'ai vu beaucoup de croissance chez Shopify par rapport à son offre produit, son approche omnicanal et après, plus récemment, sa présence à l'international. Ravie de rencontrer tout le monde. Ok, donc je vais poursuivre. Donc moi c'est Aurélie, je suis chez Merci Andy depuis un peu plus d'1 an. J'ai un scope qui est comptable mais aussi financier. Donc j'arrive à contrôler nos dépenses, que ce soit autant niveau compta que finance. Voilà, on est omnicanaux depuis le début. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Vincent, je suis le fondateur CEO de Digital Native Group et on est un cabinet de conseil en stratégie de croissance dédié aux marques digitales. Et donc notre travail, c'est d'accompagner des marques comme Merci Andy, effectivement Cézanne, Le Cif Français, My Jolly Candle, etc. à développer leur activité business à la fois sur la partie digital. Et donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'on fait ça aujourd'hui avec un peu plus de 50 clients avec lesquels on a travaillé. Voilà. Ravi de participer au webinaire. Ravi de vous accueillir. Donc, on va passer dans le vif du sujet. Au programme aujourd'hui, on vous propose d'abord de développer un peu le thème et on répondra à vos questions dans un second temps. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et on y répondra dans un second temps. Donc, aujourd'hui, on va d'abord voir pour qui véritablement est le commerce en ligne et on va pouvoir se dire que le commerce en ligne, ça peut être pour tout le monde, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité. Ça peut vraiment concerner tout le monde. On va ensuite regarder les canaux qui sont disponibles et lesquels privilégier en fonction de votre activité, quelles sont les bonnes questions à se poser. On va également s'attacher à regarder les actions d'un point de vue très pratique à mettre en place pour développer une distribution omnicanal et sur quels outils on peut s'appuyer. Et enfin, on va essayer de voir comment on peut maximiser l'impact de ces stratégies multicanales à la fois sur du court, du moyen et du long terme. Voilà. Donc, si on commence d'abord par la cible, le commerce en ligne aujourd'hui, ça peut intéresser quel type de commerçant, Vincent ? Alors en fait, aujourd'hui, le commerce en ligne, ça doit intéresser absolument tout le monde. Et on le voit encore plus aujourd'hui. Il n'y a pas de limite à la typologie de produits, à la gamme de prix. Ça doit intéresser tout le monde. En fait, il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, on parle beaucoup de marques qui se lancent sur le digital. Et je trouve que Merci Andy en est un exemple extraordinaire. C'est que finalement, on se lance sur le digital, mais très rapidement, on s'aperçoit qu'aussi qu'une grosse partie du business se fait en physique. Il y a plein de leviers physiques pour y arriver. Mais finalement, la stratégie, c'est pas de se dire je suis digital, je suis retail. C'est comment j'optimise mes différents canaux et comment mon produit et mon offre, je l'adapte à ces différents canaux. Et aujourd'hui, crise Covid ou pas crise Covid, ça peut l'accélérer, mais de base, le digital est absolument primordial pour vendre, mais ne serait-ce aussi pour fédérer sa communauté, lui parler, lui présenter son expérience, ses produits, ses valeurs, etc. Donc, très franchement, l'e-commerce est absolument fait pour tout le monde, qu'on soit un commerçant dans une rue d'une ville de 100 000 habitants, que l'on soit commerçant à Paris ou que l'on soit une grande enseigne. Tout le monde doit être sur le digital. Et c'est ça qui complexifie finalement énormément le sujet.
c'est qu'on demande à plein de gens, typiquement des marques qui sont nées sur le digital, on leur demande d'aller dans le retail, mais elles ne maîtrisent pas au départ ces compétences. Mais c'est la même pour ceux qui ont créé un réseau de boutiques physiques, qui ne maîtrisent pas le digital. Ils ont beau vendre les mêmes produits sur les deux canaux, les techniques et les maîtrises et les compétences ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui complexifie tout, finalement, parce que dans des petites équipes, on doit avoir de plus en plus de compétences et on ne parle même pas de la marketplace, on ne parle même pas de l'international. Tous ces sujets sont importants, doivent être gérés en interne et pourtant c'est compliqué. Mais il n'y a aucun doute aujourd'hui, tout le monde doit aller vendre ses produits en e-commerce et doit avoir une présence sur le digital. Très bien. Tu confirmes, Marie-Claude, vous chez Shopify, quel type de clients vous avez si on essaye de faire une typologie des clients, ça va de quelle taille ça va de quelle taille à quel type de secteur d'activité? En fait, Shopify, en tant que plateforme, c'est une plateforme qui est très, très démocratique. Donc, on voit des très petites entreprises jusqu'à des Nestlé, des Unilever, en fait. Donc, c'est vraiment une plateforme qui peut héberger tout le monde. Après, moi, je dirais que de l'autre côté aussi, de se mettre en ligne, et ça va sonner un peu dramatique, mais c'est de se mettre en ligne en tant que marque, en tant que commerçant, c'est pas seulement une manière de grandir, mais au fil du temps, je crois véritablement, basé sur qu'est-ce que nous, on voit chez Shopify, que c'est une manière de survivre en tant que marque et en tant qu'entreprise. Je sais que ça sonne dramatique, mais statistiquement parlant, si on regarde en fait, par exemple, au montant de gens qui commencent à faire leur shopping sur leur téléphone mobile à tous les années. En fait, on a vu une croissance d'à peu près 50% en 2020 et on s'attend à plus de 50% en 2021. Donc, après la crise du COVID et tout ça, ça a vraiment accéléré en fait la demande de faire son magasinage en ligne. Mais en général, avec ou sans le COVID, en fait, on voit que de pouvoir vendre en ligne sur les réseaux sociaux, sur les différents canaux de vente, c'est pas seulement une manière de grandir en tant qu'entreprise, mais au fil du temps, c'est vraiment une manière de survivre en tant qu'entreprise. Ok. Et Aurélie, toi, de ton côté, merci Andy, vous vous êtes lancé, vous étiez déjà omnicanaux en vous lançant. Comment s'est faite la réflexion au départ? Vous vous êtes posé la question ou il n'y a pas du tout eu de questions au lancement de Merci Andy? Alors, moi, j'étais pas là, mais de ce que j'ai compris et suivi, la société est jeune, start-up dans l'âme, donc forcément un public visé assez jeune également. Et qui dit jeune dit forcément réseaux sociaux et un site derrière pour pouvoir répondre à la demande qui va se faire via les réseaux sociaux. On ne peut pas vraiment construire une communauté et ne pas avoir de site derrière pour leur proposer nos produits. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes vendus sur notre site internet, mais aussi en retail. Mais c'était important pour nous et on continue toujours d'améliorer notre site parce que pour nous, la digitalisation est une priorité. Les achats se font sur Internet et on le voit encore plus avec la crise actuelle. Les gens se tournent vers Internet, malheureusement pour les commerçants qui n'ont pas de site. Donc forcément, avoir les deux canaux, on était obligé dans le sens où c'était vraiment une stratégie pour toucher un public jeune qui a l'habitude de faire ses achats, comme a dit Marie-Claude, sur son téléphone, en allant au travail ou dans les transports, plutôt que d'être uniquement physique. Très bien. Alors, c'est évidemment, et je précise également que c'est un point sur lequel, évidemment, la crise actuelle, depuis le début de l'année, amplifie et accélère cette tendance-là, mais c'est une tendance qu'on voit déjà depuis un certain temps. Donc c'est important de préciser ce point-là. Sur les modalités de mise en place d'une distribution multicanale, Vincent, quels sont les différents points clés à avoir en tête? Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, et je pense que c'est le point le plus important et que beaucoup de marques peuvent omettre quand elles se lancent, c'est qu'il faut avoir le modèle économique pour. C'est-à-dire, il faut avoir suffisamment de marge pour pouvoir avoir une marge distributeur qui va arriver au milieu.
Et ça, c'est le point très, très important que beaucoup de marques oublient. Elles peuvent marger suffisamment en digital parce qu'elles n'ont pas d'intermédiaire, elles n'ont que les frais logistiques et les frais de coût d'acquisition. Mais si elles veulent derrière être diffusées en wholesale, en GMS ou dans d'autres endroits, bah, il faut avoir suffisamment de marge et avoir suffisamment de matelas économique pour y arriver. Et ça, c'est le premier point le plus important. On parle de quel niveau de marge? Comment? On parle de quel niveau de marge? Nous, on considère qu'en dessous de 65-70% de marge brute, c'est-à-dire vraiment quand je parle de marge brute, parce que chacun va avoir sa définition, Aurélie, tu me corrigeras, mais en tout cas, moi, ce que j'appelle le marge brute, c'est juste quand j'enlève les COGS, c'est-à-dire que j'enlève vraiment les coûts d'achat de matières premières et de confection du produit. Je ne mets pas les coûts logistiques, je ne mets pas les coûts de paiement, je mets juste vraiment les coûts de production et de confection du produit. Nous, on considère qu'en dessous de 65-70%, c'est compliqué. C'est compliqué pour suffisamment avoir un matelas suffisamment fort pour se développer après en multimarque. C'est vraiment une, on va dire une base. Et ceux qui ont beaucoup plus, ben forcément, là, ça devient plus intéressant parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on va être quand on est sur Internet, on va dire c'est notre prix face aux autres. Mais quand on est en grande distribution, ben on est face à un acheteur qui va regarder sur des produits potentiellement équivalents celui qui marche le plus. Donc oui, il va comparer votre histoire, est-ce que vous êtes innovant, est-ce que vous êtes sympa, etc., etc. Mais bon, à la fin, lui aussi veut marger, quoi. Et donc du coup, il va regarder. Et donc si vous n'avez pas ce matelas suffisant, surtout que vous allez parler avec des gens comme Monoprix, comme Sephora, enfin vous allez parler avec des gros acteurs. Si vous n'avez pas la marge, c'est pas possible. Donc ça, c'est le premier point qui me semble le plus important, c'est sa capacité à pouvoir le faire. Deuxièmement, c'est s'entourer de gens qui vont savoir le faire, parce qu'entre faire des ads Facebook et négocier avec des grands comptes type Monoprix ou Sephora, franchement, c'est pas le même game, c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes dégo. Vous allez recevoir un contrat de 200 pages avec des pénalités, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, vous devez avoir des compétences là-dessus. Et enfin, et typiquement, ce que fait de manière extraordinaire Merci Andy, c'est avoir une communication et des produits différenciants. Parce qu'au final, ces marques, ces distributeurs, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent avoir des produits qui vont dynamiser des rayons, qui vont convertir des consommateurs, qui vont faire venir des gens qui ne venaient pas à la base chez eux. Et c'est là où les marques digitales typiquement cartonnent, c'est qu'elles peuvent très fortement se différencier là-dessus. Et donc moi, je pense que c'est un triptyque de modèle économique, c'est la base. Deuxièmement, c'est des compétences. En interne, en externe, en tout cas, on doit les avoir d'une manière ou d'une autre. Et enfin, le dernier point, c'est clairement se différencier par sa communication, par ses produits, par son packaging, par plein de choses qui vont faire qu'on est très différents. C'est ce qu'a réussi de manière assez extraordinaire Respire quand ils sont allés, quand ils ont vendu leur déo chez Monoprix. C'est ce que réussit depuis plusieurs années maintenant Merci Andy chez Sephora et d'autres distributeurs. C'est ça en fait, c'est se différencier, mais avant tout, faut avoir le reste, sinon on n'y arrive pas. D'accord. Tu confirmes, Aurélie? Oui, tout à fait. Nous, on propose des produits, on va dire, du quotidien qui existent déjà, hein, mais notre force, c'est de se différencier par non seulement par les produits qui sont colorés, donc différents, mais aussi par l'univers qu'on propose derrière avec l'expérience client, avec l'univers que l'on crée sur notre communauté Instagram, parce qu'on est très présent. Voilà, on essaye vraiment de créer une communauté soudée qui s'engage auprès de la marque et pas juste proposer un produit et voilà, on l'a vendu et c'est terminé. C'est pas du tout le but chez nous. Après, c'est ce qu'a dit Vincent est très vrai aussi. Quand on est omnicanal, il faut des personnes dédiées à chaque secteur parce que nous on a le pôle sales qui s'occupe du coup de tout ce qui est retail. Et on a une équipe dédiée pour le web. Voilà, parce que on est beaucoup, on fait beaucoup de ventes. Quand on commence, on n'a pas forcément besoin d'une grosse équipe hein, pour se lancer, mais il faut savoir que plus ça va grossir, plus il va falloir envisager d'avoir des personnes différentes, parce qu'il faut des compétences différentes et parce que le travail n'est pas le même, évidemment. Voilà. Quand tu dis qu'on n'a pas besoin d'une grosse équipe quand on commence en omnicanal, tu parles de combien de personnes si on peut donner une équipe type, des éléments alors actuellement sur l'équipe sales donc qui s'occupe du retail donc tout ce qui est magasin nous avons donc un head of qui est Thomas et deux principales vendeuses voilà pour le retail, une qui s'occupe de la France et une qui s'occupe de l'étranger. Voilà. Après nous avons un besoin, on essaye d'ouvrir des postes
parce qu'il y a un réel besoin. Hein. Faut aussi cibler certaines régions du monde. Voilà. On a aussi une filiale aux US, donc on a des personnes dédiées aux US. Comme c'est un marché différent, la communication est forcément différente et le marché, la proposition des produits aussi. Donc voilà, on agrandit les équipes fur et à mesure. Forcément, on va pas recruter 15 personnes d'un coup, ça n'a pas de sens, mais il faut anticiper ce point-là. Au niveau du digital, on a Laure qui va nous rejoindre fin du mois et Jamila qui s'occupe de tout ce qui est SAV et gestion du site en attendant. On peut pas dire que nous sommes très nombreux et Merci Andy reste toujours petit en nombre de salariés, on va dire. Mais voilà, il faut s'adapter et il faut anticiper ce point. On ne peut pas éternellement être seul pour gérer tous les canaux. Ouais, effectivement. Et on en a déjà un tout petit peu parlé, mais en termes de quels sont les principaux points de vigilance à avoir quand on se lance en omnicanal? Il y a potentiellement un sujet sur la logistique de livraison, avec la question de savoir si on l'externalise ou pas, dans quel cas il est préférable d'externaliser ou non. Il y a un sujet de concentration des clients. Quels sont les principaux points de vigilance à anticiper? Alors, au niveau logistique, il va surtout falloir faire un choix sur les moyens d'expédition déjà qu'on va proposer aux clients. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de modes d'envoi. On a la Poste, on a Mondial Relais. Il va falloir anticiper, se demander si on refacture ou si on offre les frais de port, si on les inclut du coup au prix du produit ou non. Ça va être un réel sujet et même niveau organisation, qui va s'en occuper? Est-ce qu'on fait les colis fin de journée et on les envoie le lendemain? Enfin, c'est une vraie organisation. Il faut faire attention à ce point et on peut vite prendre du retard. Donc, faut vraiment faire attention. Nous, on a sous-traité évidemment parce que c'est trop important. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Oui, choisir la solution de paiement à distance. Bon, ça, c'est plus lié au site qu'on va choisir, par exemple. Faut savoir que les moyens de paiement vont prendre des commissions. Donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, Stripe, pour citer Stripe, prend en général 2% du montant de paiement en commission. Voilà, c'est des coûts qui sont pas très importants individuellement, parce que sur un paiement de 26 €, on est à moins d'1 € de commission. Mais c'est aussi des frais qu'il faut anticiper derrière. Et d'où l'importance de la marge, comme disait Vincent. On ne peut pas avoir une marge trop faible et après accumuler des coûts surprises, entre guillemets. On se doute bien qu'il y a des commissions, mais il ne faut pas les oublier. Voilà. Et tu m'avais demandé autre chose, excuse-moi. Oui, il y a un risque de concentration des clients également, potentiellement. Il y a un petit risque. Après, moi, personnellement, je pense qu'il y a toujours des gens qui préfèrent aller en magasin et voir le produit. Après, pour renouveler l'achat, éventuellement, ils vont se diriger vers le site parce que c'est plus pratique et ils n'ont pas le temps d'aller en magasin. Mais les premiers clients, il y en a qui aiment bien aller en magasin, tester, sentir, pouvoir avoir un conseil aussi. Hein. Par exemple, on est chez Sephora. Est-ce que la vendeuse va pouvoir présenter le produit qui convient le mieux? Les offres de Noël qu'on a actuellement, c'est des nouveautés. Personne ne les a vraiment vues en main. Donc, il y en a qui vont peut-être attendre que les magasins réouvrent pour acheter, tout simplement. Mais après, la base, la clientèle jeune qui nous connaît et qui nous suit sur les réseaux ne va pas avoir de mal à acheter sur Internet. Je pense qu'il y a vraiment des catégories spécifiques qui font que il y aura toujours une préférence entre le réel et le web. Nous, on préfère évidemment le web parce qu'il n'y a pas de marge pour les retailers qui revendent nos produits. Hein, on ne va pas se le cacher, c'est aussi des frais. Mais on ne peut pas on va y arriver. On ne peut pas arrêter complètement le retail. C'est des revenus très importants pour nous. On ne peut pas non plus exister qu'en web. C'est impensable pour nous. Pour nous, il faut combiner les deux. Et bien sûr, toujours améliorer l'expérience client, que ce soit sur le site, en améliorant le site,
mais aussi dans les colis, dans l'ouverture des colis avec la surprise du packaging, etc. D'accord. Et il y a un dernier point pour vous trois, pour moi, qui me paraît assez important dans la mise en place d'une distribution omnicanal, c'est l'accès au client et la connaissance qu'on a du client, qui est peut-être différente en ligne que celle qu'on peut avoir en physique. Comment on fait en sorte d'avoir une uniformisation, pardon, des informations et comment on fait en sorte de connaître aussi bien son client sur un canal en ligne propre ou un canal en ligne via une plateforme externe ou un canal physique via des magasins. Comment vous faites pour gérer ça, par exemple, chez Merci Andy Alors, nous, pour tout ce qui est site, on a bien sûr des trackers, des sites trackers qui analysent du coup le nombre de visites, si ça se convertit en achat ou non. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, puisqu'on se permet d'envoyer un petit mail à ceux qui ont acheté pour qu'ils nous donnent leur impression, qu'elle soit positive ou non. On leur demande de laisser un commentaire sur le produit également pour communiquer leur avis et que les autres acheteurs puissent avoir leur impression. Après, en magasin, bien sûr, c'est plus compliqué. On est en étroite collaboration avec les retailers pour connaître les potentiels retours des clients qui ne passent pas du tout par le site. Parce que ça nous échappe. Quelqu'un qui achète que chez Sephora ou Marionneau, on ne sait pas. Mais s'il renouvelle l'achat, forcément, c'est que le produit plaît. Donc voilà. Okay. Je vous propose d'avancer. Marie-Claude, toi de ton côté, quels sont pour toi les différents points à avoir en tête pour choisir la bonne plateforme et pour choisir les bons outils quand on se lance sur du commerce en ligne? Ouais, donc si vous pensez à vous lancer en ligne ou même si vous avez déjà une plateforme et que vous considérez peut-être de faire un changement de plateforme, il y a quelques questions qui sont assez clés à se poser. Donc, premièrement, c'est pardon, je vais aller voir l'autre slide en fait. Ah, en fait, Oui. j'ai mélangé les slides mais en tout cas, donc premièrement pour la bonne plateforme et non les bons outils, il faut vraiment avoir une plateforme en fait qui vous permet d'avoir un focus sur l'aspect marketing de votre business et non sur la maintenance technologique. Donc le cœur de qu'est-ce que vous faites en tant que marque, en tant que commerçant, c'est pas forcément à prendre soin du côté technique, la sécurité et de l'hébergement de votre site, les mises à jour, etc. Votre cœur de métier, en fait, c'est votre marque, c'est de faire grandir votre marque et de passer plus de temps sur le marketing. Donc, si une plateforme que vous considérez vous pousse à avoir aussi un focus sur l'aspect technologique, c'est pas forcément peut-être la bonne plateforme pour vous si vous voulez vraiment vous mettre en ligne rapidement et de grandir votre marque. Le deuxième point, c'est d'avoir une plateforme qui a un maximum de fonctionnalités qui sont natives, qui sont faciles et qui sont intuitive aussi. Donc, si après vous considérez une plateforme qui a très, très peu de fonctionnalités qui sont déjà incluses avec la plateforme et qui vous force en fait à aller voir pour des différentes intégrations ou des modules à ajouter constamment afin de faire qu'est-ce que vous avez besoin de faire au jour le jour, c'est peut-être pas la bonne plateforme non plus. Donc, c'est vraiment de faire certain que vous faites votre recherche par rapport à qu'est-ce qui est inclus nativement et de faire un choix basé sur ceci. Le troisième point qui je crois vraiment que c'est le point peut-être le plus important, c'est une plateforme qui vous donne l'indépendance de faire des changements ou des ajouts sans forcément avoir une dépendance sur une ressource technique. Donc, ça peut être pour ajouter une fiche produit, pour faire des changements à du contenu que vous avez sur votre site, par exemple. Est-ce que la plateforme vous permet de faire ces petits changements ou ces petits ajouts vous-même sans avoir à engager un développeur pour le faire? Si c'est une plateforme qui est énormément complexe d'un point de vue technique et que vous-même, vous n'êtes pas forcément hyper technique, on ne peut pas s'attendre que tous les commerçants et tous les marques soient des experts et des développeurs, en fait. Donc, il faut vraiment trouver une plateforme qui vous donne cette indépendance.
C'est sûr que par après, si vous voulez faire des grosses modifications à votre site ou d'avoir vraiment un look qui est très customisé, c'est sûr que c'est possible d'engager un développeur pour vous aider. Mais pour des petites tâches au quotidien, c'est très important d'avoir une plateforme qui vous permet de le faire vous-même. Quelque chose qui est sous-entendu, mais avoir une plateforme qui vous supporte et qui est prête à vous écouter n'importe quand. Donc, en ce moment, dans la période actuelle, pour se digitaliser d'une manière très rapide, c'est très important d'avoir du support qui est disponible pour répondre à vos questions. Pour des commerçants qui sont déjà en ligne ou qui ont déjà une stratégie omnicanale, c'est très important dans la période actuelle, dans le temps des fêtes, d'avoir un support qui est disponible. Tout le monde le sait, en fait, qu'il peut y avoir des problèmes n'importe quand durant les pics périodes. Et donc, d'avoir un support qui est disponible pour vous, c'est très, très important. Et dernièrement, c'est la liberté de pouvoir vendre sur les canaux qui sont pertinents à ce que vous vendez. Donc, par exemple, quand je regarde à Merci Handy, en fait, qui a une cible assez jeune, en fait, par rapport à leurs clients, de pouvoir vendre sur des réseaux sociaux, c'est impératif. Et si une plateforme ne vous donne pas, en fait, l'opportunité de pousser vos fiches produits sur par exemple, des réseaux sociaux pour Merci Handy ou, par exemple, des marketplaces, discount, Amazon, etc., et qui vous poussent en fait à avoir des grosses intégrations qui sont très compliquées afin de le faire, c'est peut-être pas encore une fois la bonne plateforme pour vous. Donc, en général, c'est vraiment de pouvoir avoir la liberté de faire des ajouts et des changements. C'est d'avoir une plateforme qui vous permet d'avoir un focus sur le marketing et de grandir votre marque et votre business. Et une plateforme qui va vous laisser aussi vendre où vous souhaitez vendre, n'importe quel le canal de vente et qui vous supporte également. Donc, je vais retourner en arrière d'une slide vu que j'ai mélangé mes slides. Donc pour les bons outils. Ah, pardon? N'hésitez pas, je parle aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur les différentes interventions. Vas-y, je te redonne la parole, pardon, Marie-Claude. OK, non, t'inquiète. Donc, pour les bons outils, une fois qu'on a une plateforme e-commerce, en fait, c'est possible des fois qu'il faut ajouter des outils, des modules, des apps pour pouvoir customiser la fonctionnalité de sa plateforme pour faire exactement ce que vous avez besoin. Donc, tous les commerçants, tous les marques, tous les business vont avoir des processus différents basés sur qu'est-ce qu'ils ont besoin en tant qu'entreprise. Et donc, ça arrive qu'on a besoin des outils de supplémentaires. Donc, premièrement, la question à se poser serait, sur quoi passez-vous le plus de temps? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites manuellement sur lequel vous passez énormément de temps qui pourrait peut-être être automatisé? Habituellement, si on fait une recherche sur les marketplaces de modules pour les plateformes e-commerce, on peut toujours trouver quelque chose qu'on peut facilement ajouter à sa plateforme afin de sauver du temps sur un certain processus. Donc, c'est la même chose. Qu'est-ce qui pourrait être automatisé? Par exemple, un exemple, ça pourrait être en fait, si vous regardez à tous les données des commandes de vos clients pour voir en fait qu'est-ce qu'ils ont commandé et de pouvoir ajouter des notes ou des balises aux fiches clients d'une manière manuelle basée sur leur historique d'achat. C'est quelque chose qui pourrait facilement être automatisé. On peut avoir des modules qui vont scanner en fait tous les données des commandes pour pouvoir ajouter des balises basées sur leur historique d'achat et de pouvoir faire du marketing de cette manière par après. Le troisième point qui je crois qui est très important, c'est d'être attentif au retour de vos clients. Donc, soit dans les reviews sur vos produits, par exemple, soit tout simplement sur leur demande de support à travers de votre site. Quels sont les retours de clients et est-ce qu'il y a de la place pour des améliorations? S'il y a un client qui vous dit, ah, moi, j'ai eu vraiment de la misère à faire telle chose au checkout ou j'ai eu un peu de mal à traquer ma commande, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça veut peut-être dire, en fait, qu'il y aurait de l'espace pour de l'amélioration par rapport à certains process sur votre site que vos clients pourraient bénéficier de. Avant-dernier point, c'est est-ce que vous pensez que vous atteignez vos objectifs d'acquisition de nouveaux clients? Donc, est-ce que vous avez en fait des objectifs que vous vous donnez à tous les mois pour vous dire, OK, moi, j'investis tel montant de temps et tel montant de ressources dans mon site en ligne à tous les mois et j'aimerais en retour recevoir peut-être, je ne sais pas, 50 nouveaux clients dans un mois. Est-ce que vous
atteignez ces objectifs et sinon, quelles sont les manières, en fait, que vous pouvez pousser votre site et les fonctionnalités pour pouvoir atteindre ces objectifs de nouveaux clients. Et voilà, c'est un peu ça. Dernièrement, c'est vraiment aussi, est-ce que vous avez exploré les différents canaux de vente, tout simplement, dont j'ai parlé auparavant? Est-ce que vous avez vu, en fait, quel marketplace qui pourrait être pertinent pour vos produits, quels réseaux sociaux, par exemple? Et donc, voilà, c'est toujours des modules, des outils qu'on peut ajouter à sa plateforme e-commerce si ce ne sont pas déjà des intégrations qui sont disponibles de manière native. Super, merci. Vous avez quelque chose à ajouter sur ce point-là, Vincent, Aurélie? Non, très clair. Très clair. Le seul truc mais que tu as déjà dit, c'est vraiment, au départ en tout cas, prenez la plateforme qui va être le plus simple, qui ne nécessite pas ou peu de développement, parce que vous allez déjà découvrir énormément de compétences sur l'acquisition, sur la logistique, sur le tracking, enfin sur plein de choses. Prenez la plateforme qui va être vraiment la plus simple pour vous et qui va vous permettre vraiment de ne pas avoir de développement ou très très peu et de pouvoir quand même faire du business et scaler très facilement. Vraiment, c'est le nombre des commerçants que je vois, ah, j'ai fait ma plateforme tout seul, ah, mais j'ai pris une agence de développement pour ceci, pour cela, et en fait, ils ne maîtrisent pas. Dès qu'ils doivent toucher le moindre petit bouton, dès qu'il y a un bug, ça leur coûte super cher. Donc, la rentabilité, elle est très loin. Vous avez des solutions comme typiquement, effectivement, Shopify. Vous vous pluguez, vous téléchargez un template et c'est parti, quoi. Et est-ce que c'est parfait dès le départ? Est-ce que vous pourriez faire mieux? Très certainement, mais en fait, au départ, vous en fichez et c'est déjà très bien. Vous pouvez le faire évoluer à fond. Il y a plein de plugins qui ne nécessitent pas de développement. Il faut faire simple. Quand vous ne connaissez pas, il ne faut pas batailler, il faut faire simple et efficace, et après vous verrez. Pour ne pas être accusé de publicité, on va donner un de vos concurrents, Marie-Claude, voilà, Shopify, PrestaShop, voilà, c'est ce type de plateforme qui permet de développer son module de e-commerce sur son site. Je voulais revenir sur un point qui est hyper important et sur lequel qu'on a déjà évoqué. C'est quel canal privilégier en fonction de son activité et de sa nature d'activité de ses clients. Vincent, sur ce point-là, toi, alors Aurélie nous a déjà mentionné les choix qui ont été faits chez Merci Andy. Vincent, sur ce point-là, pour toi, quels sont vraiment les points à avoir en tête au moment de choisir de se lancer soit via son site de e-commerce, soit via Amazon, via ou une autre plateforme? Quels sont les points clés à vraiment prendre en compte dans sa décision? Alors déjà, je vais un peu me répéter, mais pour moi, une marque qui performe maintenant sur la durée, qui performe bien, elle est sur tous les canaux assez rapidement. Vraiment, parce que chaque canal, tu vas t'apercevoir que tu as un plafond de verre assez rapidement. Sur ton e-shop, tu vas avoir un plafond de verre. Sur ta marketplace, en Amazon, tu vas avoir un plafond de verre. En wholesale aussi. Chacun a des plafonds de verre différents, mais surtout, chacun se nourrit. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire, en tout cas, c'est ce qu'on dit à tous nos clients, c'est vous devez être à l'instant, à l'endroit où le client a envie d'acheter et que ça corresponde à votre image. Et quelqu'un qui est un consommateur lambda, il va voir votre pub sur Facebook et il va peut-être avoir envie de l'acheter un jour Y, mais peut-être qu'un autre moment, il va faire ses courses sur Amazon, il va vous voir, il va avoir envie de vous acheter. Et il va être aussi dans les rues, parce que bientôt, j'espère que nos commerces vont pouvoir réouvrir, il va aller se balader dans les rues, dans un concept store ou ailleurs, il va voir votre produit, il va avoir envie de l'acheter. Et en fait, nous, ce qu'on voit avec les clients qui ont des boutiques retail et qui ont un e-shop, parce qu'en wholesale, on ne peut pas avoir la data, mais en tout cas, sur les boutiques retail et ceux qui ont un e-shop, sur la même région, on pourrait penser qu'en fait, qu'il y a une perte de performance de l'e-shop, et en fait, c'est l'inverse. Quand on a une présence physique, on développe son e-commerce, on développe son taux de conversion, on développe sa notoriété, parce que finalement, c'est la meilleure publicité, c'est d'avoir une boutique où il y a des centaines ou des milliers de gens qui passent devant tous les jours. Donc vraiment, il n'y a pas de canal à privilégier. En tout cas, je pense qu'il faut tous les faire. Le premier est bien évidemment sa boutique e-commerce. Le deuxième, j'aurais tendance à dire que c'est le wholesale au sens large. Est-ce que dedans, c'est de la GMS? Est-ce que c'est des boutiques indépendantes? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vous achètent vos produits, donc ça vous fait de la trésor. Et surtout, vous avez une capacité de développement international qui est très forte. Donc, ça peut vraiment aller assez loin. Et après, je dirais, votre boutique en propre, que ce soit via un pop-up ou via des corners dans des grands magasins ou via votre boutique en elle-même. Et après, la marketplace, c'est souvent on va dire les 4 étapes que les marques digitales en tout cas suivent.
Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire dans cet ordre-là. Ça veut dire en tout cas qu'il faut tous les maîtriser, tous les avoir au fur et à mesure, mais surtout, vraiment avoir en tête que chaque canal va vous apporter des choses différentes. L'e-shop, on peut faire de l'international avec l'e-shop, mais c'est très difficile. C'est beaucoup plus facile de faire de l'international avec l'e-shop quand on est avec Amazon en Europe ou aux États-Unis et quand on a du wholesale à l'international. Et donc, du coup, on a déjà une notoriété, de la présence, etc. Donc, vraiment, avoir en tête que tout est possible et qu'il faut y aller étape par étape. Mais globalement, plus on a de levier, mieux c'est. Très bien. Aurélie, tu voulais ajouter un mot sur ce sujet, sur votre expérience chez Merci Andy? Oui, nous c'est vrai qu'on a donc notre site internet qui est géré via Shopify, mais on était aussi présent sur Amazon. Sauf qu'Amazon, le problème entre guillemets, c'est la gestion et le coût également qu'il y a derrière. Alors pour faire simple, nous avons été restreints au niveau de nos produits, surtout les gels mains, à cause de l'actualité qui ne répondait pas aux normes d'Amazon. Donc on s'est retrouvé avec un seul produit qui est resté sur Amazon. Et on a pu constater que finalement, Amazon nous coûtait plus cher que ce qu'il nous rapportait. Mais aussi en termes d'image, on ne se retrouve plus forcément sur Amazon. Donc, on est en train de réfléchir au fait de rester sur cette plateforme ou non. Mais comme a dit Vincent, il faut penser à l'image que l'on veut véhiculer. Est-ce qu'on veut être sur Amazon ou non? C'est pas une obligation. Oui, forcément, plus on est développé sur un nombre important de sites et de plateformes, plus on vendra. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des frais fixes sur chaque plateforme. Est-ce que c'est rentable ou non? Il y a une vraie analyse à faire derrière pour savoir si ça correspond à ce que l'on cherche en termes d'image, mais aussi de rentabilité. Très bien. On finit sur un dernier point qui est la maximisation de l'impact de cette stratégie. On en a déjà un peu parlé. Si on doit résumer, on a un peu parlé de l'impact des outils de communication qui est très important. Je pense que sur ce sujet-là, Vincent et Aurélie notamment, vous avez développé beaucoup de choses. Sur le sujet des données et de la base de données clients, est-ce que, Aurélie, tu veux dire un mot? Alors, au sujet de la base de données, c'est géré directement via notre site Shopify. Je peux pas trop rentrer dans le détail parce que c'est vraiment très très digital. Je ne suis pas ces infos-là, mais je sais qu'on a de quoi faire en matière de base de données. Que ce soit les emails, bien sûr, ça répond aux normes pour pouvoir leur envoyer des mails. On joue sur cet aspect-là en envoyant, par exemple, des newsletters toutes les semaines. C'est une communication aussi importante parce que un client qui achète sur le site, faut le faire revenir. Faut penser qu'un client a besoin d'être sollicité et surtout encore plus en période de fête pour qu'il achète chez nous et pas ailleurs et lui présenter les nouveautés. Parce que le client ne va pas forcément penser à revenir toutes les semaines sur le site pour voir s'il y a des nouveautés. En général, ces mêmes clients nous suivent sur les réseaux, donc ils savent quand ces produits arrivent sur le site. Mais il y a toujours des personnes qui sont contentes d'avoir une petite newsletter le dimanche, voilà, pour avoir des nouvelles de Merci Andy. Nous, vraiment, on essaye vraiment d'avoir une expérience client et pas juste, comme dit, un achat et voilà, merci, c'est tout. Mais sur la connaissance du client et grâce aux données notamment qu'on peut récolter, en fait, paradoxalement peut-être pour quelqu'un qui vient du commerce physique, on en sait, on connaît peut-être. On connaît la moyenne d'âge, on connaît si c'est une femme ou un homme, voilà, on sait l'acheteur type, on va dire. On connaît beaucoup de choses sur un client online qu'un client physique, même si on a physique. Donc, je ne sais pas si tu peux confirmer, toi, de ton côté, Vincent, mais c'est un point qui est assez clé. Quand on sait utiliser la donnée et vraiment optimiser ce canal-là, on a accès à beaucoup d'informations sur la typologie de clientèle. Ah mais clairement, aujourd'hui,
Je pense que jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros, il ne faut pas trop se prendre la tête avec de la donnée. On avance et on découvre ce qui se passe. Par contre, après, si on veut très vite accélérer, si on veut scaler assez fortement, si on veut vraiment comprendre nos clients, comprendre ce qu'ils achètent, la data, c'est la base. Et l'avantage du digital, alors il y en a beaucoup aussi en retail, mais beaucoup plus difficilement accessible. En digital, on a accès à tout très facilement avec le back-office. Là, pour le coup, je suis obligé de le dire, mais le back-office de Shopify est 10 fois mieux en termes d'accessibilité de data que PrestaShop, je suis obligé de le dire. Il y a d'autres gros points forts de PrestaShop, mais celui-là non. Deuxièmement, avec un Google Analytics et avec son Facebook Manager, franchement, on a un niveau data qui est dingue. Et aujourd'hui, nous, les clients qui performent vraiment, c'est ceux qui suivent leur data, qui comprennent leur modèle économique et qui savent ce qu'ils doivent améliorer. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les KPI, mais globalement, c'est là que vous allez maîtriser vos outils. C'est quand vous allez comprendre « Ah, mais j'ai un taux de rebond, mais pourquoi il n'est pas bon? Parce que mon taux de conversion, il est très bon. Ah, mais ça veut dire que c'est le trafic qui est envoyé qui n'est pas bon. Mais pourtant, j'ai un bon taux d'âge au panier. Ah, mais pourquoi? Mais j'ai plus de stock. » Enfin, on pourrait en faire des scénarios, on pourrait en faire des dizaines et des dizaines. Tout vient de la data et les seuls qui scalent vraiment, c'est ceux qui le maîtrisent très fortement. Il ne faut pas trop se prendre le chou au départ. Par contre, assez rapidement, il faut avoir un outil de pilotage de malade qui vous permet de comprendre comment évolue votre modèle économique. Le nombre de fois, je vais vous donner des exemples, mais nous, on voit très très souvent, on voit beaucoup de marques et du coup, nous, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on leur demande accès à leur data pour comprendre comment ça fonctionne. Et le nombre de fois, on leur dit, mais tu sais que là, tu perds de l'argent sur chacune des commandes que tu envoies? Ben non, c'est pas possible. Mon client, il me coûte autant, je marge autant. Oui, mais à aucun moment, tu as inclus tes taux de retour. Tu as 25% de taux de retour. Donc, en fait, tu perds de l'argent à chaque fois que tu envoies une commande. Et en fait, ça paraît basique, mais si on n'intègre pas le coût de paiement, si on n'intègre pas le coût du CMS, si on n'intègre pas les coûts de retour, si on n'intègre pas les coûts logistiques, transport, enfin, il faut comprendre son modèle, quoi. Il faut le comprendre de A à Z et surtout, et nous, c'est l'une de nos forces sur notre métier, c'est qu'il faut le comprendre pas uniquement lors du premier achat, mais sur la durée de vie client. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir un client qui n'est pas rentable au premier achat, mais peut-être que dans une année, il va acheter 10 fois. Et peut-être qu'il est rentable au troisième achat, donc sur l'année, il est extrêmement rentable, le client. Et ouais, ça commence à être des datas un peu plus complexes à travailler via des bases de données ou via des plugins en fonction des outils. Mais une fois plus, c'est ça la maîtrise. C'est ça la maîtrise. Nous, par exemple, pour vous donner un exemple, les clients qui scalent vraiment, c'est ceux qui ne regardent pas la rentabilité du client au premier achat, c'est ceux qui la regardent à 12 mois ou à 24 mois. Et donc, du coup, ils ne regardent pas leur investissement en ROI day one, ils le regardent en ROI sur la durée de vie du client. Ce qui veut dire si le taux d'achat est bon, que le chiffre d'affaires cumulé du client, bien évidemment, est meilleur. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils peuvent investir beaucoup plus que ce qu'ils auraient fait au départ. Et donc, ils vont chercher beaucoup plus de croissance, mais pas pour moins de marge. C'est juste qu'en fait, ils ont compris que leur modèle économique n'était pas au premier achat. C'est, pour vous faire un comparable, quand on ouvre une boutique physique, on a des coûts d'investissement qui sont colossaux. On doit faire des travaux, on doit payer un pas de porte, enfin, ça se compte en dizaines ou centaines de milliers d'euros. Est-ce que vous avez déjà vu un retailer se dire « Ah, il faut que ça soit rentable le premier mois » ? Jamais. Ça n'existe pas. C'est rentable sur plusieurs années. C'est des investissements immobilisés qui sont rentables sur plusieurs années. Mais en fait, on doit avoir la même chose sur le digital. C'est pas parce qu'on ouvre une boutique qu'on doit gagner de l'argent en claquant des doigts. C'est pas si simple que ça. Ça l'était il y a 10 ans, ça l'est plus. Et il faut voir ça sur la durée. Et donc, pour ça, il faut des outils, il faut des maîtrises, mais vraiment, la data, on doit comprendre ses clients, on doit comprendre qu'est-ce qu'ils achètent, quand ils achètent, sur quel canal ils achètent, quand ils rachètent. Alors, ça peut paraître complexe, mais en fait, sans ça, on ne scale pas. Je connais aucune boîte qui dépasse les plusieurs millions ou plusieurs dizaines de millions sans avoir fait ça. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, en tout cas. Très bien. On peut peut-être prendre un peu de temps pour répondre aux questions qui sont arrivées. Alors, une première question de Charlotte. On y a déjà en partie répondu, mais quel logiciel de tracking vous pouvez recommander? Du côté de Shopify, ça dépend vraiment quel service d'envoi que vous allez utiliser en tant que commerçant. Il y a plusieurs modules qui existent pour laisser vos clients traquer leurs commandes, mais ça dépend entièrement de quel service vous utilisez. Donc, par exemple, si c'est Mondial Relais, Chronopost, Colissimo, il va y avoir des solutions de tracking pour ces services en particulier. D'accord. Autre question. Alors, Corinne nous demande comment on peut gérer les stocks. C'est une question qui peut être hyper cruciale, notamment quand on se lance. Comment on gère les stocks quand on se lance et qu'on a à la fois une activité physique et digitale.
Comment on le fait de façon simple sur Shopify? En fait, c'est une fonctionnalité qui est native avec Shopify. Donc, si vous avez, par exemple, une boutique physique et votre boutique en ligne, il y a plusieurs différents taux d'inventaire, par exemple. Donc, il peut y avoir un taux d'inventaire pour votre boutique en ligne et après un taux d'inventaire pour votre boutique physique. Par contre, ça dépend du logiciel de caisse que vous utilisez en magasin. Donc, Shopify propose aussi son propre logiciel de caisse pour les boutiques physiques qui va synchroniser les stocks automatiquement avec le côté en ligne aussi. Si par contre, vous avez votre propre système de caisse et vous voulez que ça gère aussi le stock à l'intérieur de Shopify de manière automatique, il faudrait regarder en fait à avoir une intégration entre Shopify et votre système de caisse afin que les deux puissent communiquer ensemble. C'est sûr que nous, on recommande toujours d'utiliser le système de caisse de Shopify aussi, vu que l'intégration est faite automatiquement, mais sinon, c'est toujours possible de le faire de manière custom. D'accord. On avait une question qui était arrivée précédemment qui avait pour sujet le site Internet. Comment on fait pour optimiser son site et pour optimiser son trafic sur son site quand on vient de le créer seulement suite à la fermeture de sa boutique? Je ne sais pas, Vincent, si tu veux prendre cette question, en fait. Ouais, tu peux me la refaire, s'il te plaît, pardon? Oui, bien sûr. Un commerçant qui se pose la question de l'optimisation du trafic sur son site Internet et l'optimisation de son site Internet. Il vient de le créer et il vient de fermer sa boutique. Quels sont les différents enjeux, les différentes actions très rapidement à mettre en place pour optimiser son trafic sur son site? Alors déjà, moi, j'ai toujours tendance à dire que la première action, c'est pas d'investir, c'est d'avoir un site qui convertit. Si notre site ne convertit pas naturellement, quand on investit, du coup, en fait, c'est une passoire, quoi. On donne de l'argent à Zuckerberg, c'est génial, mais globalement, on n'a pas de conversion, donc on ne fait pas d'achat, ou en tout cas pas rentable. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que votre site, avec un trafic naturel, c'est-à-dire le trafic que vous avez aujourd'hui, vous devez avoir un taux de conversion qui est supérieur à 2,5%. C'est la base. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à investir. Et là, vous allez investir sur des leviers classiques, donc soit sur des mots-clés sur Google, en SEA, soit après directement sur Facebook, Instagram, si vous avez des beaux visuels. Et là, je vous dirais de préconiser le contenu vidéo, qui aujourd'hui a des perfs d'engagement et de taux de clic bien meilleurs que la plupart des visuels. Que ce soit en GIF ou en vraie vidéo, mais globalement, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez animé. Le visuel figé aujourd'hui perd beaucoup moins qu'avant. Très bien. On avait une question. Là, je le fais en mode très rapide, mais vraiment. Pardon, vas-y. Non, tu disais. Non, vas-y. Non, il y avait une que je dis. Vas-y, pardon. Vas-y. Je t'en prie, je te laisse finir. Non, en fait, on peut rentrer dans toutes les lignes pour comment améliorer sa conversion, mais globalement, la priorité, c'est j'ai un site qui convertit. Une fois qu'il convertit un minimum, je commence à investir petit à petit sur les différents leviers, les leviers basiques, et après j'optimise le reste. Le débat au début, il n'est pas sur du CRM, il n'est pas sur ça, et surtout, bien évidemment, si vous aviez une boutique physique et que vous preniez les emails, animez cette base email de clients historiques qui vous connaissent, qui ont envie que votre boutique fonctionne parce qu'elle vous connaît, quoi. D'accord. Et on avait une question également sur qu'on a un peu traité déjà, mais sur l'internalisation ou la sous-traitance de l'e-commerce. Quand on veut vraiment se lancer, qu'on a peu de moyens, et qu'on est vraiment au balbutiement de son activité online, est-ce qu'il n'y a pas un arbitrage à avoir entre l'internalisation et la sous-traitance de l'e-commerce? Et quand je dis sous-traitance de l'e-commerce, je pense aux plateformes de type Amazon. Est-ce que ce n'est pas un premier pas pour quelqu'un qui manque à la fois de compétences et de moyens au départ? Alors, je pense que c'est une très mauvaise idée de tout externaliser, même en mettant tout sur Amazon, parce que déjà, être référencé sur Amazon, franchement, c'est un sacré casse-tête. Ça se fait pas sur les doigts. Et nous, typiquement, on a une personne qui a 7 ans d'expérience chez Amazon dans notre boîte, et je peux vous dire qu'il y a un nombre de marques qui nous appellent de fous parce qu'ils ont commencé, ils ne comprennent rien. C'est ultra complexe, c'est pas si facile que ça. C'est même parfois plus compliqué que d'ouvrir son propre e-shop. Ouais. Moi, ce que je ferais, c'est que ce que vous devez externaliser dans un premier temps, c'est l'acquisition. C'est-à-dire, c'est ce qui coûte le moins cher en externalisation et ce qui peut être activé très rapidement. Votre shop, faites-le de manière une fois plus assez basique.
commencez comme ça. La logistique, faites-le à la manos. Le service client, faites-le à la manos. Faites tout de votre côté tout seul. Commencez à externaliser l'acquisition. Et une fois que vous aurez du potentiel, vous voyez la suite. Mais je trouve que Amazon, dès le départ, oui, si vous maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas, une fois de plus, vous êtes en concurrent très souvent avec des produits, c'est horrible à dire, mais globalement, si on n'a pas de notoriété, sur Amazon, il faut quand même avoir en tête qu'on est en concurrence avec énormément de produits chinois qui sont pareils que les vôtres, mais qui sont vendus 80% moins cher, quoi. Ouais. Donc, soit vous avez une notoriété type Merci Andy, ou quand les gens, vous avez un super packaging, une notoriété, beaucoup de followers sur Instagram, donc les gens ils vont chercher Merci Andy sur Amazon en mode je veux ce gel hydroalcoolique ou un autre produit. Par contre, si vous ne connaissez pas et qui cherchent juste gel, ils vont vous voir, mais ils vont voir aussi les autres qui sont a priori moins chers parce que c'est des produits chinois. Pas de dropshipping, pas de Macali. Là, vous faites avoir direct. Hein. Évidemment. Donc, privilégier les canaux, les canaux propres, même si c'est un peu plus de temps et d'investissement pour se lancer. Ouais, tout à fait. Exactement. On va peut-être prendre une dernière question. Léo qui nous demande des astuces pour prendre rapidement en main la base de données clients. Alors, est-ce que Léo parle de la base de données clients d'un prestataire particulier? Généralement, globalement, il n'y a pas trop de différence entre les différentes solutions, mais ça dépend surtout de ce que tu vas en faire. Parce qu'en fait, dans une base de données de ton CMS, que ce soit PrestaShop, Shopify, Wix ou autre, quand tu vas l'exporter, tu vas avoir ton ID order, ton ID client, le montant de la commande avec TVA, livraison, etc. Tu vas avoir l'adresse de livraison, le nombre de produits ou les produits de la commande. Mais ça, tu n'en fais pas grand-chose, quoi. Ce qui est important derrière, enfin, je ne sais pas ce que tu vas en faire de ta base de données. Parce que généralement, la prise en main, enfin, moi, ce que j'entends dans la prise en main, c'est que si tu utilises un CMS comme ce que je viens de citer, en fait, tu vas dans le commande, tu fais exporter les clients ou exporter les commandes et tu les as. Mais c'est surtout ce que tu vas en faire qui compte. Et là, du coup, Léo, si tu veux préciser ta question. Est-ce que c'est seulement pour du reporting? Est-ce que c'est pour de la relance? Est-ce que c'est pour… Tu fais pas ou peu de reporting. Là où la base de données peut servir, c'est quand tu veux commencer à faire des analyses de lifetime value. Donc, tu veux vraiment voir historiquement comment les clients se comportent. Donc là, effectivement, tu peux utiliser la base de données. Sinon, sur du reporting, tu regardes dans ton back-office le chiffre d'affaires, tu regardes après dans ton analytics le trafic, le taux de conversion, tu regardes plein de choses. Mais globalement, c'est hors la base de données, finalement. C'est pour de l'analyse. Ouais. Donc, je me doute, Léo, que c'est pour de l'analyse. Ok, pour comprendre le client et ses habitudes. Mais là, du coup, effectivement, ta base de données, il va falloir que tu la travailles pour comprendre. En fait, ce que tu peux faire, mais c'est compliqué à faire, mais tu peux y arriver, c'est faire calculer en fonction du mois d'entrée ou en fonction des produits achetés la première fois, quelles sont ses cohortes. Ce qu'on appelle ses cohortes, c'est ses comportements d'achat. C'est-à-dire, lors du premier achat, si la personne, par exemple, elle a acheté une bougie, est-ce que le deuxième achat, c'est encore une bougie et quelle bougie et à quelle période? Est-ce que c'est 1 mois après, 3 mois après, 6 mois après? Donc ça, c'est comme ça que tu peux le regarder. C'est ce que j'appelle, tu pourras regarder si tu veux, sur Google, ce que c'est une lifetime value. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. J'en profite, je rebondis dessus, je vois une question sur le BI. Alors, ça dépend de quel type de société on parle. Aujourd'hui, avec les CMS qui sont à disposition, le BI, c'est votre CMS. Quoi. Enfin, franchement, vous avez tout dedans. Une fois plus, là, je vais revenir sur Shopify, mais quand je vois toutes les datas que vous avez, juste quand vous ouvrez votre back-office, franchement, le BI, il ne sert pas à grand-chose. Nous, aujourd'hui, sur aucune marque, on plug un BI. Ça n'a aucun sens. Avec toutes les données qui sont accessibles entre un analytics et entre un back-office de CMS, franchement, il y a besoin de rien. Les boîtes qui commencent à avoir besoin de BI, c'est celles qui vont faire plusieurs dizaines ou centaines de millions, qui ont des marques à l'international, qui ont des sujets logistiques de fou, qui ont beaucoup de retours. Enfin, c'est sur des complexités presque plus techniques et logistiques plutôt que l'accès à la data classique. Ok. S'il n'y a pas de dernière question, il y a toujours une dernière question quand on dit qu'il n'y a plus de dernière question. Steve nous pose la question du prix moyen pour externaliser l'acquisition de son trafic pour une boutique en ligne qui vient de se créer. Alors, ça va aller en fonction des montants d'investissement de 9 à 15% du montant investi sur le mois. Donc, tu investis 1 000 €, ils vont te prendre 150 €, sauf
que généralement, ils vont mettre minimum mensuel, c'est-à-dire qu'il va osciller entre 500 et 1500 euros par mois parce que globalement, ils font quand même du travail, quoi. Donc, tu vas avoir un montant minimum mensuel que tu investis 100 ou 10 000 euros qui va être de 500 à 1500 euros. Et après, ils vont prendre un pourcentage sur l'investissement et souvent par palier, c'est un peu comme les impôts, quoi. De 0 à 10 000 euros d'investissement, je te prends X%, de 10 000 à 30 000, je te prends X, etc., etc. Mais c'est pour ça que je disais que c'est l'un des leviers les plus simples à externaliser, c'est qu'il y a un fil mensuel assez faible, alors qui peut paraître important quand on investit peu d'argent au départ, mais qui globalement, après, n'est que variabilisé. Ouais. Donc forcément, c'est quand même plus facile au départ. Très bien. Bon, s'il n'y a pas de dernière question ou d'ultime question, je vous propose d'en rester là. Merci beaucoup Aurélie, Vincent et Marie-Claude pour votre intervention. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Si vous êtes intéressé par ces problématiques, et là je parle aux participants, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos intervenants. On vous enverra leurs coordonnées dans la synthèse de ce webinaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire qui sera consacré à la préparation de vos budgets. Je vous invite à nous rejoindre sur LinkedIn et sur notre communauté Slack. À bientôt, merci à tous et portez-vous bien. Merci à tous. Merci tout le monde.